vous t'en faites pas des pros. Salut à tous, si je me suis mis dans l'obscurité, ce n'est pas pour vous parler de light painting. Non, l'ami Jérôme vous a d'ailleurs fait un petit épisode et je vous invite à aller le voir, il est très intéressant. Si je me suis mis moi dans le noir, c'est pour vous parler d'un sujet qui potentiellement peut faire froid dans le dos à tout photographe qui se respecte. En effet, à l'issue d'une prise de vue, qu'est-ce que vous faites en fait quand vous vous apercevez que la carte sur laquelle vous aviez stocké vos images ne fonctionne plus? Eh bien, a priori, vous n'avez plus qu'à pleurer. Moi, je vous explique dans cet épisode quelle est la méthode que j'utilise pour ne pas arriver à cet état-là, car s'il est vrai que j'aime bien pleurer de temps en temps, sur un bon film ou même un air d'opéra, en tout cas je n'aime pas pleurer pour des choses aussi bêtes qu'une simple histoire de sauvegarde. S'il est une caractéristique d'appareil photo dont on peut se demander si c'est vraiment utile, c'est bien le double emplacement de cartes dans un appareil photo. Et pourtant, si 1 c'est bien, 2 c'est mieux, imaginez si on n'avait qu'un seul œil, ce serait beaucoup moins riche, ne croyez pas? En effet, la première raison pour laquelle je ne pourrais plus me passer de ce double emplacement de carte est bien ma paranoïa de voir un jour ma carte mémoire refuser de fonctionner à la fin d'une journée de prise de vue. J'ai conscience que cet épisode ne s'adresse qu'aux heureux possesseurs ou futurs acquéreurs d'un appareil photo proposant ce double emplacement de carte mémoire. Cependant, en fin d'épisode, je vous expliquerai quelle méthode j'utilise sur mon smartphone pour utiliser un résultat similaire en matière de sauvegarde. Que vous soyez un paranoïaque amateur ou un paranoïaque professionnel comme moi, seul le double emplacement de carte mémoire dans votre appareil photo vous permet de faire une copie à la volée au moment de la prise de vue. Ici sur le Canon 5D Mark III, je précise en effet à l'appareil de m'enregistrer à chaque déclenchement l'image RAW sur la carte SD et sa copie JPEG large sur la carte CF. Je préfère mettre les images RAW sur la SD car mon ordi portable a un lecteur interne à ce format-là, tandis que la CF m'obligerait à sortir un lecteur externe qui, même en USB 3, est moins performant. Ainsi, la CF reste à demeure, au chaud, dans l'appareil et engrange les résultats de plusieurs journées de shoot, me gardant une archive que je n'efface qu'une fois mes images à l'abri sur 2 endroits différents comme on va le voir tout à l'heure. Parlons maintenant de la méthode que j'ai adoptée pour sauvegarder mes images sur mon ordinateur. Ce n'est pas forcément la meilleure des manières, je serais ravi de connaître d'ailleurs la vôtre si vous voulez m'en faire part dans les commentaires de l'émission. Mais cette méthode en tout cas repose sur 2 critères. Les images sont sauvegardées dans 2 endroits différents et ce de manière complètement automatique sans intervention de ma part. Je procède ainsi. Mes cartes sont déchargées sur une partie de mon disque dur de travail qui est en synchronisation automatique avec une copie équivalente chez Dropbox. Certes, j'ai un abonnement payant qui me permet de stocker jusqu'à 1 Tera de fichiers RAW. Mais c'est le prix à payer pour être tranquille car mes fichiers RAW sont à l'abri dans 2 endroits différents et ce de manière automatique. Si on me vole l'ordi ou si son disque vient à planter, je sais qu'une copie des fichiers originaux m'attend sur le net, chez Dropbox. Bien entendu, cette synchro est lente puisqu'elle se fait via le net, et cela peut prendre parfois jusqu'à 6 jours. Mais pendant ce temps, rappelez-vous qu'une copie JPEG haute définition est toujours dans la carte CF que je n'efface que quand la synchro Dropbox est terminée. Mes fichiers RAW resteront sur mon ordi et Dropbox jusqu'à ce que j'ai terminé de travailler avec eux. Quand je n'en ai plus besoin, je les archive sur un système RAID qui aujourd'hui pèse un peu plus de 16 Teraoctets. Réfléchissez donc, les risques de perdre ces images sont assez nombreux. Une simple petite carte SD qui tombe de la poche, ou bien un simple plantage de celle-ci. Face à ces risques, de multiples solutions existent. La mienne n'est pas la plus accessible en raison du prix des appareils permettant cela. Mais au moins, je suis sûr d'avoir une sauvegarde à l'instant même où je prends mes photos. L'autre circonstance dans laquelle j'utilise le double emplacement de carte mémoire dans mon appareil photo, c'est quand je dois faire une séance de portrait pour un particulier. J'inverse alors la configuration précédente et enregistre les RAW sur la CF et les JPEG sur la SD. Ainsi, à la fin de la séance, je peux donner la carte SD à mon client. Ce dernier est rassuré au moment de me payer la séance et peut dès son retour chez lui choisir les 10 images qu'il veut voir développées et retouchées. Retouches que je fais à partir des RAW que j'ai gardées sur ma carte CF à la fin de la séance. Allez, on va voir s'il y en a qui suivent au fond de la classe. Normalement, vous devriez me dire « mais Tristan, tu n'as donc plus qu'une seule copie du shooting que tu viens de réaliser. » C'est vrai qu'il y a un risque, mais je pense qu'il est mesuré. Allez, je vais appeler mon client et lui demander les JPEG qu'il a encore à son possession, et au pire, je passerai pour un idiot. Voilà. Si lui m'annonce à son tour qu'il a perdu les JPEG, alors là, on n'a vraiment pas de bol, et là, je sais que ce jour-là, c'est pas la peine de jouer au loto, ça ne servira à rien. Et je sais aussi qu'il faudra que je reprogramme une nouvelle séance pour mon client et je lui ferai gratuitement, bien entendu.
Voilà donc la double raison d'avoir un double emplacement de carte mémoire dans mon appareil photo, raison pour lesquelles je ne pourrai plus m'en passer. Voici la liste 2015 des appareils proposant cette possibilité, soit d'occasion, soit neuf. Je vais poster un article écrit sur mon blog qui reprendra cette liste et que je mettrai à jour au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux boîtiers. N'hésitez pas à me contacter pour me faire connaître des boîtiers que j'aurais oubliés. Si vous n'avez pas un boîtier à double emplacement, il est intéressant de vous tourner vers les boîtiers qui aujourd'hui proposent un module Wi-Fi. À la condition que ces derniers le permettent et que vous ayez un ordinateur à côté de vous, le jour du shoot, il est alors possible de rapatrier les images via le Wi-Fi. Je pense aussi aux cartes iFi Mobi et Mobi Pro. Celles-ci permettent de pallier à l'absence de système Wi-Fi sur votre appareil photo. En studio, une autre solution est aussi de shooter en mode connecté, tout en ayant activé l'enregistrement à la fois sur l'ordinateur et sur la carte de mémoire. Enfin, voici la solution que j'ai adoptée pour mon smartphone. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un abonnement Dropbox. Eh bien, j'ai activé sur mon smartphone le rapatriement des images de ma bibliothèque photo dès que je suis en connexion Wi-Fi. Comme ce sont des JPEG, c'est assez rapide. Un dossier spécifique sur mon environnement Macintosh m'attend dans la minute qui suit avec mes dernières images rapatriées. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie aussi par avance de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait à la chaîne et à sa playlist. Je vous remercie aussi de me laisser des commentaires, j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Et puis, 1000 excuses par avance si je vous ai fait peur avec mes histoires de corruption de données et de perte des images. En tout cas, ce sont des choses qui arrivent et si vous faites des cauchemars ce soir, c'est une chose à mon avis salutaire car il vaut mieux se poser ce genre de questions avant que les choses n'aient vraiment eu lieu. Car, comme disait ma grand-mère qui pourtant n'élevait pas de moutons, il suffit d'un coup pour tuer un loup. Caramba, encore raté. Brand new fair this year. There's nothing else like it at the fair.